va démarrer. Hein. Voilà, donc nous avons choisi de vous parler de ce sujet tout à fait d'actualité, hein, qui est ce projet de loi que le gouvernement prépare sur le suicide assisté, l'euthanasie. Donc c'est un sujet grave, c'est un sujet dont on parle déjà depuis de nombreuses années, et c'était envisagé dans le programme du candidat Macron déjà au premier mandat, et il a resservi le plat aussi pour ce second mandat. Voilà, donc c'est un sujet à la fois difficile et passionnant, parce qu'il est révélateur d'une question de fond, une question d'anthropologie voilà, qui nous habite tous, et donc c'est pas un sujet anodin, c'est un sujet grave, mais en même temps c'est un sujet qui ne doit pas nous faire peur. Hein, il faut que sur un sujet comme celui-là, nous soyons avertis, aiguisés, que nous soyons prêts à répondre sans polémique et avec des arguments de bon sens, d'humanité et de compréhension. Voilà, donc, alors, ce que Alexandre va nous apporter, c'est une compréhension un peu plus large. Hein, et donc, tu es doctorant donc, en éthique appliquée à la science, hein, l'éthique de la science. Et donc, tu avais fait dans le cadre du Cercle Bayard une conférence plutôt sur le transhumanisme. Et donc, voilà. Ce soir, nous avons décidé de parler de ce sujet d'actualité. Donc, voilà, et je suis content que parmi vous, certains le vivent hein, personnellement dans leur chair. Et ça, c'est important d'avoir des témoins, de gens qui n'en parlent pas en théorie, mais qui savent ce que ça peut signifier. Merci à tous donc d'être là. Donc, Alexandre, je te laisse la parole. Je vais me mettre au fond de la salle. Eh bien, merci beaucoup pour l'introduction. Merci au Centre des Diguières pour avoir proposé cette conférence que j'ai acceptée avec grand plaisir. Même si c'est un sujet grave, il faut justement en parler comme ça a été évoqué. Et c'est un sujet également d'actualité comme ça a été rappelé. Donc pour mettre un petit peu de contexte donc, sur cette question, alors, le chef de l'État a indiqué qu'une concertation sur le droit sur la fin de vie sera ouverte dès le mois d'octobre, donc ce mois-ci, en parallèle d'un travail piloté par le gouvernement. Et les conclusions seront rendues en mars 2023. Et une concertation citoyenne sera ouverte le 9 décembre de cette année sur ces questions. Donc que ce soit par un vote au gouvernement ou en référendum, le président espère un changement du cadre légal avant la fin 2023. Et comme ça a été dit, ça a été une promesse de sa campagne présidentielle et même de son premier mandat. Donc il déclare, je cite, « Personne n'a envie de mourir dans l'indignité, certes, tout en reconnaissant que ce n'est pas du tout un sujet simple. » Détaillant la méthode de cette convention, il a ajouté qu'à ce sujet, donc, c'est un référendum qui serait plutôt l'option qui serait privilégiée. Donc évidemment, c'est une question qui existe depuis toujours, j'ai envie de dire, mais aujourd'hui, elle se pose avec une forme de prégnance relativement marquée, dans la mesure où, avec les progrès techniques de la médecine et une forme de culture qu'on pourrait qualifier de postmoderne, avec une forme de perte de sens vis-à-vis de la vie, de la mort, et une montée de l'individualisme et une hyperculture du droit, eh bien, ces questions se posent davantage avec une approche de plus en plus individualiste, peut-être qu'on pourrait la qualifier. Donc, évidemment, chacun souhaite pour soi et pour les autres une bonne mort, donc ce que veut dire d'ailleurs le mot euthanasie à l'origine, au sens étymologique. Mais évidemment, le débat porte sur la réalité qu'on met derrière ce terme. Donc, à l'origine, c'était une expression qui signifiait simplement la bonne mort, mais qui a changé progressivement pour se stabiliser vers la fin du XIXe siècle, vers le sens qu'on lui entend actuellement, c'est-à-dire une forme de suicide assisté ou d'aide à mourir, quelle que soit l'appellation, puisque finalement, les distinctions entre ces termes sont relativement floues, proches, ça peut être voulu ou au contraire déploré. Donc généralement, les sondages d'opinion sur ces questions s'adressent à des personnes qui sont plutôt bien portantes
et avec justement une forme de confusion plus ou moins entretenue qui peut porter justement à nuire aux débats qui sont menés. Ainsi, vous avez certaines enquêtes qui montrent que vous auriez 96% des Français qui seraient favorables à l'euthanasie. Mais si on regarde de plus près, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et on se rend compte que la véritable proportion serait plutôt de l'ordre d'un quart, puisque tout dépend de la manière dont la question est tournée. C'est-à-dire que si on demande à une personne si elle veut mourir ou pas dans la dignité, la majorité va répondre oui, donc euthanasie. Vous voyez que ça peut provoquer des confusions. En fait, la majorité des Français veulent ne pas subir de douleur, majoritairement, dans les témoins qui valent le plus, et ne pas faire l'objet d'un acharnement thérapeutique, ce qui est l'autre pendant du débat et qui est trop souvent occulté. Donc pour l'heure, c'est la loi Claeys-Leonetti qui encadre la fin de vie des malades incurables en France. Donc elle avait été adoptée en 2016 avec une première version qui date de 2005 et qui, pour rappel, interdit l'euthanasie et le suicide assisté, mais elle permet une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour des malades en phase terminale et en très grande souffrance, dont le pronostic vital est engagé à court terme. Les traitements peuvent être arrêtés en cas d'obstination déraisonnable, autrement dit d'acharnement, sur décision du patient s'il peut l'exprimer, ou des médecins de façon collégiale dans tous les autres cas. Alors, concernant le modèle qui sera utilisé pour le changement de cadre législatif, Emmanuel Macron dit qu'il n'a pas actuellement d'idée préconçue, donc je cite, « Je ne suis pas à l'aise avec le modèle suisse, qui est vraiment un suicide assisté », a-t-il précisé. Mais il n'est pas non plus enchanté par le modèle belge, donc ce serait une forme d'autre loi, puisqu'actuellement il y a très peu de pays dans le monde qui ont légalisé l'euthanasie ou le suicide assisté. Donc en avril 2021, il y avait déjà des discussions qui portaient donc sur cette question-là, avec la proposition de loi du député Olivier Falarni, qui visait à créer un droit à une assistance médicalisée active à mourir. Mais en raison des milliers d'amendements destinés à faire obstruction, eh bien ça n'a pas été validé. Alors c'est aussi une question qui en réalité existe depuis plus longtemps que ces quelques années, du point de vue des débats, du point de vue du Comité consultatif national d'éthique notamment, qui en juin 2021 avait également lancé un groupe sur ces questions-là, avec une aide active à mourir qui était envisagée et précisée de manière strictement encadrée. Donc, dans un premier temps, les mesures de santé publique dans le domaine des soins palliatifs seraient renforcées. Donc, soins palliatifs, ce serait tout ce qui concerne les soins à domicile et dans les établissements médico-sociaux, soutien de l'expression anticipée de la volonté des patients, accès à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, à l'hôpital, dans l'ensemble des établissements médico-sociaux et d'autres cas qui seraient un peu plus particuliers. Donc évidemment, il précise que si jamais il y a un changement de cadre, il souhaite qu'il y ait des repères éthiques pour encadrer et éviter les dérives qui pourraient survenir. Alors, concernant la suite de mon intervention, donc je vais d'abord revenir sur le cas français plus précisément. Ensuite, on va évoquer rapidement les cas suisses et belges pour justement voir ce qu'il en est, puisqu'ils vont souvent revenir dans les débats qui sont amenés à venir. Ensuite, je m'intéresserai plus précisément à l'évolution du rapport qu'on a vis-à-vis de la mort. Ensuite, on abordera également les questions qui concernent les arguments pour l'euthanasie, évidemment les arguments contre, et on étudiera également le cas des soins palliatifs, des soins en fin de vie. Donc, dans le cas de la France, en 2005, l'Assemblée nationale avait voté à l'unanimité la loi Leonetti, qui condamnait, pour rappel, l'acharnement thérapeutique, qui rend possible l'arrêt de traitement dans le cadre d'une procédure collégiale pluridisciplinaire, donc qui veut renforcer les soins palliatifs et qui met en place les dispositions pour que le patient, quel que soit son état de conscience, puisse faire valoir justement ses droits et sa volonté. Donc le rapport de la commission de réflexion sur la fin de vie en France, Penser solidairement la fin de vie, de décembre 2012, sous la direction du professeur de médecine Didier Sicard,
a mis une fois de plus en évidence l'insuffisance de connaissances et donc de mise en œuvre de cette loi léonétique. Donc avant même qu'elle soit justement révisée après, il y a en fait une difficulté disons, de diffusion de la loi auprès des professionnels de santé et aussi également auprès de la population en général. Et la communication a été relativement d'ailleurs sur cette loi. Dans le même temps, il y a également une médiatisation intense de la fin de vie. Donc on peut penser ici au cas par exemple de Vincent Lambert, dont tout le monde ici a entendu parler, qui était donc un patient tétraplégique en état végétatif depuis 2008 et qui est décédé en 2009 au CHU de Reims. Donc au terme de presque 11 années de traitement, 9 jours de sédation profonde et une quarantaine de recours juridiques, son décès a mis un point final à la dramatique bataille médiatico-judiciaire qui a déchiré sa famille depuis 6 ans. Donc le parquet de Reims a cependant ouvert une enquête préliminaire pour tentative d'homicide volontaire après la plainte déposée par les avocats des parents de Vincent Lambert, qui qualifiaient la mort de crime d'État. Donc ils disent, je cite, « Vincent est mort, tué par raison d'État et par un médecin qui a renoncé à son serment d'Hippocrate. L'heure est au deuil et au recueillement, il est aussi à la méditation de ce crime d'État. » Donc maintenant, j'aimerais m'intéresser plus précisément au cas de la Suisse. Donc dès 1918, dans son projet de code pénal, le Conseil fédéral a retenu le principe de ne pas punir l'incitation ou l'assistance au suicide si l'acte est inspiré par des mobiles altruistes. Donc ça fait plus d'un siècle qu'ils sont relativement ouverts sur l'euthanasie. Donc c'est un droit qui est relativement flexible. Juridiquement, seules 3 conditions sont requises pour avoir recours à un suicide assisté. Il faut être doué de discernement, s'administrer soi-même la dose létale, et l'aidant ne doit pas avoir de mobile égoïste. Mobile égoïste, c'est-à-dire il ne doit pas être par exemple lié à une question d'héritage. Donc concrètement, le suicide assisté en Suisse s'opère par le biais d'associations comme Dignitas, Exit, Life Around Cycle, et avec certaines comme Dignitas qui accueillent justement des étrangers, dont notamment des Français. Donc ces opérations sont onéreuses, elles coûtent à peu près 9 000 € en moyenne, et constituent une activité très lucrative. Donc les médecins n'interviennent pas, ils interviennent dans ces opérations que pour contrôler que les produits fournis sont bien délivrés sous prescription médicale. Et depuis 2014, l'association Exit a décidé d'assouplir son règlement, acceptant désormais d'intervenir auprès de toute personne âgée vivant dans des conditions de santé précaires, sans être atteinte de maladies incurables. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est que refuser les suicides assistés, c'est risquer de perdre des subventions étatiques qui sont souvent nécessaires à la survie des établissements de santé. Donc il y a une augmentation du nombre de suicides assistés qui ne fait que croître, avec des dérives qui se multiplient sous plusieurs formes. Donc maintenant, j'aimerais vous citer quelques exemples de ces dérives, donc, qui datent pour l'une d'entre elles de 2002, dans lesquelles ils ont accepté de suicider un frère et une sœur. Donc c'est là où le sens du mot suicide finalement est en train de changer, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un acte qui se fait soi-même, mais c'est un acte qui peut être commis du moins en partie sur autrui. Donc c'était des frères et sœurs qui étaient âgés de 29 et 32 ans et qui étaient atteints de schizophrénie et qui ont été suicidés. En 2003, c'est un couple de Britanniques qui souffrait de diabète et d'épilepsie, et qui n'était pas en fin de vie, qui a eu recours au service de l'association. Et leur famille, qui ignorait leur intention, a été particulièrement choquée, évidemment, par l'annonce de la mort. Il y a également eu des scandales qui ont également éclaté suite au recours au suicide assisté de personnes qui étaient dépressives. Et on verra d'ailleurs dans le cas belge que ça peut se terminer de manière encore plus tragique que ces cas-là. Donc on peut ainsi estimer qu'il y a à peu près un tiers des personnes qui ont recours au suicide assisté qui ne souffrent pas de maladies mortelles. Et là, ça va être encore un peu plus glauque, je vous rappelle là. Alors en 2007, l'association Dignitas a dû quitter l'HLM de Zurich
où elle œuvrait depuis 8 ans, après les nombreuses plaintes pour désagréments émises par les voisins. Donc là, tenez-vous bien, il y avait des cadavres dans leur housse mortuaire, dans l'ascenseur de l'immeuble, mise en bière sur le trottoir, devant l'immeuble, circulation des cercueils dans l'immeuble et dehors. Donc, pour mener leurs activités, ces diverses associations ont eu recours jusqu'à présent à des lieux aussi divers que des hôtels, des maisons individuelles, des hangars de zones industrielles, des caravanes ou des parkings publics. Alors, actuellement, il y a également une autre méthode qui est utilisée en plus des barbituriques, qui sont à boire en perfusion, c'est l'utilisation de sacs plastiques remplis d'hélium, afin de contourner l'exigence de prescription médicale d'un barbiturique par un médecin. Donc là, je vais vous livrer le témoignage d'une infirmière qui a participé à ces suicides et qui est relativement édifiant. Le volume de cette association de suicide. Alors, les suicides en Suisse, c'est à peu près 1 à 2% des morts totales. Alors, donc j'aurai un témoignage. Donc, elle avait travaillé jusqu'en 2005 pour les cliniques du suicide. Alors, elle dénonce le manque d'attention apporté aux patients, le mauvais traitement des proches empêchait de prendre du temps pour réfléchir à leurs décisions, une méthodologie totalement contraire et irrespectueuse de la dignité humaine. Donc là, je cite, « La dignité est la dernière chose à apporter à ces pauvres gens. C'est selon elle une véritable machinerie en quête de bénéfices économiques qui meut l'association. » Fin citation. Donc il y a un véritable tourisme de la mort qui se met en place, notamment auprès des résidents étrangers, donc francophones, français en l'occurrence. Donc il y a à peu près une centaine de Français, par exemple, qui ont recours au service de cette situation chaque année. Donc maintenant, j'aimerais parler du cas de la Belgique. Donc, en 2002, la Belgique s'est dotée d'une loi dépénalisant l'euthanasie dans certaines situations. Donc, à la demande du patient, un médecin peut pratiquer une euthanasie si les conditions fixées dans la loi sont réunies. Donc, cette demande est exprimée par un patient capable et conscient, une demande qui est actuelle, ou prend la forme d'une déclaration anticipée, dans le cas où le patient serait inconscient de manière irréversible. Dans les deux cas, seul le patient concerné peut demander l'euthanasie. Donc elle reste punissable si elle n'est pas pratiquée par un médecin ou si le médecin ne respecte pas les conditions et procédures fixées par la loi. Cependant, l'euthanasie n'est pas un droit, au sens où introduire une demande d'euthanasie ne garantit pas que celle-ci soit pratiquée. Donc même si toutes les conditions légales sont réunies, le médecin est libre d'accepter ou de refuser de pratiquer l'euthanasie. S'il refuse, il est tenu, cependant, d'en informer en tant que le patient ou la personne de confiance éventuelle, en précisant les raisons de son choix. Ensuite, le patient peut se tourner, s'il le désire, vers un autre médecin. Maintenant, il y a un autre, récit, témoignage qui serait intéressant, celui du docteur Marc Moens, en 2017, qui alerte sur le fait qu'à la suite des problèmes budgétaires dans le domaine des soins aux personnes âgées, on commence à débattre d'une politique de l'euthanasie motivée par des considérations socio-économiques. Donc, dans certains médias et milieux médicaux, on plaide aujourd'hui ouvertement en faveur de l'euthanasie des patients Alzheimer, et on affirme qu'il faudrait mieux arrêter certains traitements pour des maladies incurables et investir l'argent dans le soin des personnes dites curables. Ceci étant, bon, il précise que ce n'est pas censé être une solution budgétaire, évidemment, et ni une manière de résoudre les problèmes des politiques de santé. Donc finalement, on se retrouve de plus en plus à une perte de considération pour les personnes âgées et ou handicapées en Belgique, où de plus en plus de personnes estiment qu'elles ne contribuent pas suffisamment à la société pour les maintenir en vie. Et ça, c'est un autre effet qui est souvent peu abordé d'ailleurs dans les débats sur l'euthanasie, c'est le changement de mentalité et la vision qu'on a sur la société. Donc maintenant, j'aimerais aussi vous faire partager un autre témoignage qui est plutôt un cas qui est assez poignant.
Donc c'est le cas de Shanti Dekorte, désolé pour la prononciation, qui à 17 ans avait miraculeusement survécu à l'attaque terroriste de l'aéroport de Zaventem de 2016. Donc l'étudiant se trouvait dans ce dernier lieu, dans l'attente d'un avion pour Rome, et à quelques mètres d'elle, il y avait 2 kamikazes qui ont fait exploser des bombes de forte puissance. Alors elle n'a pas été blessée, mais elle ne s'est jamais remise de son syndrome post-traumatique, et à 23 ans, elle a été jugée constamment plongée dans une grande souffrance, donc elle a été soutenue par sa famille et ses amis, et elle a décidé de réclamer une euthanasie qui a été annoncée seulement récemment. Donc, face à cette situation, il y a de plus en plus de personnes qui, en Belgique, s'opposent à l'euthanasie et au suicide assisté. Donc il ne faut pas seulement voir ces pays comme étant complètement acquis à ces causes-là, il y a également des débats qui sont menés, que ce soit en Suisse ou en Belgique. Donc maintenant, j'aimerais parler un peu plus précisément du rapport qu'on a par rapport à la mort. Là, je m'inspire de ce livre de Françoise Bissen et Olivier Louis, désolé pour la prononciation. Donc, repères chrétiens en bioéthique, la vie humaine, du début à la fin. Donc, il y a différents modèles de la mort qui ont existé, qui ont cohabité. Donc, le premier modèle, c'est celui dans lequel on mourait à la maison, entouré des siens, dans lequel les derniers moments de la vie étaient un événement familial, paroissial et social. Donc, dans le dernier tiers du XXe siècle, au milieu des années 70, un deuxième modèle de la bonne mort émerge. La mort n'est plus familière, et dès que la maladie est grave, la personne est transférée à l'hôpital, car les médecins peuvent lui appliquer des techniques de réanimation et des traitements devenus très efficaces pour maintenir en vie. Donc, si on prévoit une mort prochaine, la famille est mise au courant, mais une conspiration du silence s'organise entre les soignants et la famille. La personne mourra à l'hôpital, privée de sa mort qui lui est cachée, afin de lui éviter de sombrer dans le désespoir. Donc il y avait le recours de ce qu'on appelait les cocktails lithiques, qui étaient un mélange de médicaments donnés à de très fortes doses pour plonger le malade dans l'inconscience et accélérer le processus de mort. Donc là, c'est une euthanasie qui n'est même pas volontaire. Ensuite, il y a un troisième modèle qui apparaît en réaction justement aux excès de la mort médicalisée, où on commence à mettre l'accent sur la responsabilité de la personne malade à participer aux décisions qui la concernent, d'où le droit à l'arrêt de traitement. À cette époque naissent les soins palliatifs et les testaments de vie, dans lesquels toute personne peut à l'avance exprimer par écrit ses souhaits pour sa fin de vie. Et aujourd'hui, c'est là où une nouvelle rupture anthropologique peut se produire. On entre donc dans ce potentiel quatrième modèle, dans lequel il y a le droit à la mort qui émerge, et qui est, imagine-t-on pour certains, plus adapté aux situations nouvelles engendrées par la médicalisation de la fin de vie, qui a transformé profondément notre rapport à la mort, dans lequel on imagine de plus en plus l'individu non pas en termes relationnels, mais en termes d'autonomie. C'est-à-dire on estime que la personne a un droit pour pouvoir décider sa fin de vie et faire primer ce droit sur d'autres considérations. Donc maintenant, j'aimerais m'intéresser plus précisément aux arguments des partisans de l'euthanasie. Donc, dans les arguments qui viennent le plus souvent, on a la perte de dignité qui est évoquée. Donc, les demandes de mort par euthanasie sont majoritairement le fait des personnes bien portantes, envisageant à l'avance la fin de vie qu'elles souhaitent en cas de maladie grave ou de démence, parce qu'elles en craignent les conséquences douloureuses et la perte de dignité. Donc l'euthanasie relèverait, selon l'expression consacrée, du droit à mourir dans la dignité. Donc évidemment, on peut objecter à ça que ce droit de mourir dans la dignité est certes fondamental, mais il faut s'entendre sur la définition que l'on prend de la dignité. C'est-à-dire qu'une personne qui n'aurait pas d'euthanasie ne mourrait pas pour autant forcément dans l'indignité. Donc elles veulent inscrire dans la loi un caractère relatif à la dignité humaine, donc ancrer finalement une conception qui peut justement être sujet à débat.
Donc, dans cette conception, chacun serait juge de sa propre dignité, et celle-ci peut se perdre quand la personne malade ou âgée a subi beaucoup de pertes physiques et mentales, et ne peut plus effectuer les actes de la vie quotidienne. Donc sur le plan psychologique, il est certain qu'un malade ou une personne âgée qui assiste impuissant à sa propre dégradation peut éprouver le sentiment d'une perte de dignité. C'est un sentiment à comprendre, mais il me semble mieux l'accompagner. Donc on peut répondre à cet argument que chaque personne est porteuse de la même humanité, de la même dignité, que cette dignité est inhérente et ne dépend pas finalement d'une conception subjective qu'on pourrait en avoir, et elle n'a pas de degré vis-à-vis de la considération qu'on lui accorde. Ainsi, on ne pourrait pas déclarer quelqu'un indigne de vivre sous prétexte que ses conditions de santé seraient dégradées. Il y a un autre argument qui revient également relativement souvent, c'est celui de la dernière liberté à conquérir. Donc, dans lequel, justement, ce serait considéré que l'exercice de la liberté devrait être total vis-à-vis de soi, avec comme corollaire le droit à la mort pour honorer cette liberté. Donc il ne s'agit pas seulement de demander l'euthanasie en raison de souffrance ou de perte de dignité, mais de revendiquer une liberté qui serait souveraine. Donc exercer ce qui serait la dernière des libertés. Donc évidemment, la question qui se pose, c'est quelle conception de la liberté est défendue par cette conception. Parce que finalement, on peut estimer que cette conception de la liberté est dégagée de tout lien, que c'est une liberté comprise comme une autonomie déliée et absolutisée, et donc aussi une anthropologie très individualiste qui est présentée devant nous. Et elle oublie la dimension relationnelle de tout être humain, en lien avec ses parents, des soignants et la société. Donc, ainsi, on peut se poser les questions suivantes. Peut-on revendiquer son intérêt individuel et demander à la société de le garantir? Peut-on, au nom de sa propre liberté, imposer à autrui, un médecin en l'occurrence, de pratiquer un acte qu'il répugne, l'instrumentalisant pour un homicide, pour nommer les choses de telle façon? Puisque si jamais on instaure un droit à la mort, il y a un devoir en conséquence pour la personne qui va devoir le pratiquer. Donc une question de clause de conscience qui pourrait se poser pour justement les médecins qui devraient pratiquer ce type d'opération. Ensuite, c'est vraiment une conception de la liberté dans laquelle le sujet, en l'occurrence, est complètement transparent vis-à-vis de lui-même et qui peut disposer souverainement de ses décisions. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'il est réaliste de penser que les personnes gravement malades ou qui seraient hospitalisées sont toujours correctement informées sur leur état, parfaitement lucides et à l'abri des pressions, conscients ou non de leur entourage? Est-ce que finalement la décision de mourir dans un contexte de souffrance et de désarroi est vraiment le signe d'une libre expression de la personne? Est-ce qu'elle n'est pas justement flouée dans son jugement? Est-ce que finalement cette demande n'est pas l'expression d'autre chose? Peut-être que c'est le signe de douleurs qui ne sont pas accompagnés, qui sont mal soulagés, et peut-être l'absence de véritable accompagnement humain. Donc, le plus souvent, l'euthanasie peut justement se poser dans ce cadre-là, une manière de communiquer. Puisqu'il faut rappeler que la médecine a les moyens, dans l'immense majorité des cas, de soulager adéquatement les douleurs physiques. Ensuite, il y a un autre argument qui revient souvent, c'est l'appel à la bienfaisance et à la compassion. Ne pas donner la mort à un malade qui la demande serait un manque de compassion et de solidarité. En effet, le rôle de la médecine est d'aider les gens qui souffrent, et par conséquent, il serait normal que les médecins, par compassion, acceptent de donner la mort et aident à mourir. Ce ne serait pas finalement une forme de preuve d'amour, certes très particulière au vu des circonstances, que d'éviter à autrui de souffrir et de lui donner la mort qu'il désire, et qu'il n'a pas la force de se procurer. Ce à quoi on pourrait rétorquer que ce n'est pas le rôle de la médecine, entre guillemets, d'achever les patients. Donc une question qui se pose sur la création d'un autre type de profession, non soignant, bien évidemment, qui aurait pour charge de créer ces opérations d'euthanasie.
Puisqu'il faut rappeler que la majorité du personnel soignant est opposée à l'euthanasie. Parce qu'il y aurait une forme de schizophrénie qui serait à l'œuvre pour beaucoup de personnes. Enfin, on peut objecter également que la compassion n'est finalement pas apte seule à fonder une éthique. Il y a d'autres concepts évidemment à faire venir, et qu'elle ne va faire fi des normes que l'humanité a élaborées pour respecter l'humain. Et il y a une exigence pour nous d'être, entre guillemets, créatifs pour voir comment accompagner au mieux les personnes dans le besoin. Alors, il y a le pire pour la fin, entre guillemets, c'est celui de l'argument de l'euthanasie économique, qui peut venir de temps en temps, qui amène à se demander s'il est vraiment souhaitable de prolonger la vie jusqu'à un âge avancé, en raison des coûts engendrés par les personnes malades en fin de vie. Donc c'est une question qui se pose notamment dans le cas où on peut prolonger pendant très longtemps une fin de vie, sans pour autant que cette fin de vie se passe correctement. Donc là-dessus, il y a une forme, entre guillemets, d'obligation morale de ne pas peser financièrement sur la société. Donc là, il y a M. Poyet qui a travaillé à l'association pour le droit à mourir dans la dignité, ADMD, pendant une dizaine d'années, qui mentionne qu'il y a un certain nombre d'adhérents de l'association invoquent cet argument, c'est un véritable argument, lors de leur adhésion. À quoi ça sert de dépenser tant d'argent pour nous prolonger à tout prix, et en plus contre notre gré? On ferait bien mieux d'utiliser cet argent pour aider les jeunes à trouver du travail, mieux payer les infirmières et aider la recherche médicale. C'est évidemment ça se pose. Donc, ce qui est révélateur surtout de ce type d'approche, c'est un rapport qui serait, on peut qualifier, d'utilitariste de la société, avec le risque de faire naître une forme de culpabilité chez un certain nombre de personnes, en particulier qui seraient âgées ou handicapées, et qui ont encore un désir de vivre, mais qui en même temps sont du coup culpabilisés d'être inutiles et à la charge de leurs proches et de la société. Donc, finalement, de l'euthanasie volontaire pour motif économique, l'extension en viendrait à se faire vers l'euthanasie involontaire des personnes atteintes de démence, de handicap mental ou encore de polyhandicap. Ensuite, on peut se poser la question de cas qui seraient vraiment particuliers, dans lequel c'est des situations qui sont vraiment très difficiles, et où parfois un acte transgressif d'euthanasie semble se présenter comme un moindre mal. Mais dans ce cas, la transgression est reconnue comme telle, elle est ponctuelle, elle est argumentée collégialement et partagée en équipe, et avec le malade et son entourage. Elle ne serait pas du tout du même ordre qu'une législation qui a un point symbolique et qui dit une hiérarchie des valeurs. De plus, cette éventuelle transgression engage la responsabilité non seulement morale, mais aussi juridique des professionnels de santé qui ont commis un tel acte et qui doivent accepter d'éventuelles poursuites judiciaires. Moi, j'aimerais qu'on voit les arguments qui sont contre l'euthanasie. Donc, un rappel, certes, de bon sens, mais l'euthanasie est un homicide. C'est-à-dire que le fait de tuer quelqu'un est considéré, dans la plupart des pays, comme un homicide. Donc finalement, un autre argument qui serait contre l'euthanasie, c'est qu'elle n'a pas sa raison d'être, encore moins avec l'avènement des soins palliatifs. Donc ainsi, les soins palliatifs, qui sont donnés par une équipe bien formée, et qui assiste le patient, sa famille et ses proches, peuvent être tout à fait efficaces pour pouvoir justement aider une personne qui est dans cette situation. Ainsi, vous avez, pour vous donner un ordre d'idée, 90% des médecins qui travaillent en soins palliatifs au Canada qui s'opposent à l'euthanasie. Donc là, on sortira l'argument qui consiste à dire que l'euthanasie et soins palliatifs ne s'opposent pas. C'est en partie vrai, mais majoritairement, 90% des personnes qui travaillent dans ces milieux-là s'y opposent. Il y a évidemment donc les dérives, les dérapages, que j'avais justement évoqué tout avant. Parce qu'il est impossible d'établir des balises qui sont vraiment strictes pour limiter l'euthanasie aux personnes pour lesquelles elle est prévue par la loi.
Ainsi, aux Pays-Bas, pour vous donner un autre cas de dérive en dehors des cas qu'on a évoqués, une dame a été euthanasiée parce qu'elle devenait aveugle et ne pouvait plus voir la saleté. Donc elle ne pouvait plus nettoyer. Donc ça a été considéré comme un argument recevable. En Oregon, aux États-Unis, donc un des États qui légalise cette pratique, une dame a reçu une lettre de sa compagnie d'assurance refusant de payer pour sa chimiothérapie, mais lui offrant un suicide assisté. Oui, après la thérapie, Donc, pour vous dire vers quel type de dérive on se dirige. Et puis, évidemment, le droit de mourir implique le devoir de tuer, donc pour le médecin en l'occurrence, ou pour le personnel qui serait assigné à cette mission. Mais il y a également un contre-coup qui peut se poser psychologique pour les personnes qui pratiquent cette opération, puisque tuer n'est jamais anodin. Ainsi, en Belgique, les médecins ont droit à une psychothérapie après avoir euthanasié un patient. Il faut dire que c'est vraiment rien de simple. Il n'est pas rare de voir les infirmières belges prendre un jour de congé quand elles savent qu'une euthanasie a été prévue. Ensuite, on l'avait déjà partiellement évoqué avant, mais l'euthanasie dévalue certaines vies. Accepter l'euthanasie revient à accepter que certaines vies, comme celles des personnes qui sont âgées ou en handicap, valent moins que d'autres. Donc, c'est envoyer un message clair et particulièrement violent, donc, je vous préviens pour la formulation, mais certaines personnes interprètent comme il vaut mieux être mort que malade ou en situation de handicap. Donc, pour une personne qui est en santé, il est trop facile de percevoir la vie avec un handicap ou une maladie comme un désastre, plein de souffrance et de frustration. Alors que beaucoup de personnes peuvent vivre ces situations très bien. Si elles ont eu un accident, elles finissent par, pour beaucoup, s'en remettre. Il y a également le cas où l'euthanasie n'est pas dans l'intérêt supérieur de la personne, bien évidemment, plus précisément dans le cas où, par exemple, on imagine que le diagnostic a été erroné et que le patient finalement ne souffre pas de maladie terminale. Donc, ça peut arriver dans le cas de faux positifs. Il peut y avoir également le cas où les bons soins n'ont pas été administrés, ou alors dans lequel la souffrance peut être soulagée de manière différente. Le médecin ne connaît pas toutes les options de traitement qui pourraient être offertes aux patients. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, les vétérinaires reçoivent 5 fois plus de formation que les médecins au sujet du traitement de la douleur. Donc, le patient est déprimé et croit que sa situation est pire qu'elle ne l'est vraiment. Donc toujours cette fausse représentation qu'on a vis-à-vis de sa situation. Donc finalement, il faut considérer que la demande d'euthanasie est avant tout un appel à l'aide et que certaines personnes qui en font la demande ne veulent pas avoir finalement les symptômes et elles veulent en fait avoir leurs peurs qui sont traitées et soulagées. Donc dans la continuité de ça, l'euthanasie risque de fragiliser des patients. Il va y avoir un conflit interne chez la personne justement qui est soignée, qui est partagé entre la peur de souffrir et le désir de continuer à vivre des moments avec ses proches, sa famille. Donc ainsi, il y aurait une forme de dichotomie et même de confusion, d'opposition entre le patient qui éprouve des difficultés à vivre, une maladie exigeante, et qui en plus aurait le fardeau de se demander s'il ne faut pas y mettre terme. Il y aura aussi une forme de manque de confiance, une dégradation du lien de confiance entre le patient et le personnel qui l'entoure. Et donc, évidemment, c'est avec le risque d'avoir des personnes qui mettent plus souvent fin à leur vie, puisque l'option leur est donnée. Il y a maintenant le risque que l'euthanasie mène au déclin des soins pour les gens en phase terminale. Donc là, toujours pour revenir à l'argument que nous entendons souvent sur le fait qu'il faut à la fois mettre en place l'euthanasie, mais aussi les soins palliatifs. Je vais vous donner un témoignage. Donc, l'hôpital universitaire de Genève a réduit son équipe de soins palliatifs après que la Suisse ait décidé d'autoriser les suicides assistés. Aux Pays-Bas, il existe un cas confirmé, toujours les Pays-Bas d'ailleurs, de patients euthanasiés pour libérer un lit d'hôpital. Donc là, c'est un cas particulier au Brésil, où l'euthanasie n'est pas légale,
vais vous montrer les dérives qui pourraient se produire si jamais ça devenait légal là-bas. Donc c'est un médecin brésilien qui a récemment été accusé de 7 meurtres, après avoir tué des patients en soins intensifs. Une enquête en cours a été menée pour élucider jusqu'à 300 autres cas qui seraient liés à ce même médecin. Donc on peut se demander qu'est-ce qui se serait passé si l'euthanasie avait été légale. Imaginez que ce soit bien plus important. Donc pour vous donner une idée des coûts qui sont engendrés, les poisons utilisés pour l'euthanasie sont de l'ordre de $50 contre des milliers pour une chimiothérapie. Donc évidemment, là on garde le plus évident pour la fin, mais un gouvernement finalement pourrait favoriser l'euthanasie pour faire des réductions des dépenses de santé. Une famille pour en finir peut-être avec la culpabilité ou un devoir de présence, notamment si les fins de vie s'allongent. Et enfin, pour les héritiers, évidemment la possibilité d'accélérer l'héritage. Donc maintenant j'aimerais finir sur une note un peu plus joyeuse sur le cas des soins en fin de vie, justement, comme alternative à cette situation tragique, dans lequel justement on met davantage l'accent sur l'accompagnement de la personne et sur justement l'aide pour la fin de vie. Donc c'est les aider à vivre le temps qu'il leur reste à vivre, promouvoir la qualité de leur vie dans toutes ses dimensions et ne pas en arriver à des situations intolérables qui conduisent des patients ou la famille à demander ce type de geste. Donc pour revenir à l'acharnement thérapeutique, qui est aussi évoqué pour justement dire qu'il faut abréger les vies, cette expression populaire et accusatrice a été forgée dans les années 70 en réaction justement à une médecine très technoscientifique, le deuxième modèle qu'on avait vu justement avant, qui disposait de traitements efficaces et qui avait comme objectif la prouesse, le maintien de la vie à tout prix. Avec évidemment le risque que ça ne convienne pas finalement à une situation du malade. Donc le soulagement de la douleur et la priorité des soins palliatifs. Donc pour les définir, les soins palliatifs, ce sont les méthodes de soins et de traitement de la douleur et des autres sources d'inconfort. Parmi les autres sources d'inconfort, citons la dyspnée, les vomissements, les angoisses, la constipation, les problèmes dermatologiques, la sécheresse buccale, etc. Chacun de ces symptômes doit bénéficier d'un traitement spécifique pour y remédier. L'assistance en fin de vie doit prendre en considération non seulement les besoins physiques, mais également les aspects relationnels et psychiques du patient. Donc pour vous mettre dans l'état d'esprit d'un accompagnant de fin de vie, eh bien, vous avez 7 peurs qui sont identifiables auxquelles il faut répondre. Vous avez la peur du processus de la mort, la peur d'être de plus en plus dépendant des autres et de leur être une charge, la peur concernant l'avenir de ses proches, que vont devenir mes héritiers, mes enfants, mes petits-enfants, et la peur des autres, c'est-à-dire se demander comment ils vont réagir en voyant notre peur, et la peur de l'isolement évidemment qui revient, d'autant plus qu'il peut y avoir une diminution de la fréquence et de la durée des visites, si même vous avez une fin de vie qui s'allonge. Il y a la peur d'avoir une vie sans signification, dans laquelle il peut y avoir des témoignages de personnes qui se demandent que se passait-il justement s'ils meurent, dans le cas où leur vie n'a pas eu de sens, et comment ils répondent. Donc vous avez plusieurs phases de fin de vie, notamment quand la personne est confrontée à un diagnostic de phase terminale, donc, qui a été analysé par Elisabeth Kubler, donc, psychiatre suisse qui avait exercé avant aux États-Unis et qui, dans les années 60, a donc identifié 4 étapes. On le retrouve d'ailleurs souvent, on va dire, d'ici de là, pour caractériser les étapes du deuil. Donc là, en l'occurrence, plutôt le deuil vis-à-vis du soir. Vous avez le déni, qui est la première étape, donc dans lequel le malade ne peut pas accepter de voir la gravité de sa maladie et l'éventualité de voir la fin arriver. Donc c'est une forme de déni qui arrive dans un premier temps. Vous avez ensuite la colère, donc l'agressivité, la révolte. Donc pour d'autres patients, au même moment ou à d'autres moments, qui sont justement révoltés face à cette situation. Vous avez la phase de la dépression qui arrive ensuite.
donc, qui concerne la perte passée ou la perte à venir qui est la mort. Et enfin, vous avez l'acceptation qui survient, dans lequel justement le travail qui est réalisé consiste à accepter que la mort vienne et à se comporter au mieux vis-à-vis de cette situation. Notamment en réconfortant, parfois même en ne parlant pas, et en étant simplement dans une forme de compréhension silencieuse dans laquelle on montre au moins une forme de présence, sans avoir forcément besoin de communiquer, autrement que par sa présence. La question qui peut se poser maintenant et qui est un peu plus délicate, c'est celle d'administrer artificiellement l'alimentation et de l'eau pour des personnes qui sont en fin de vie. Donc là, c'est les cas de malades cancéreux en phase terminale ou de personnes très âgées en EHPAD qui n'ont plus la force eux-mêmes de s'alimenter. Et avec le risque qu'ils fassent des fausses routes pour ingurgiter les aliments, risque d'inhaler des liquides ou des aliments dans ses poumons. Des cas évidemment de personnes qui sont comateux, qui ont des troubles de la conscience, etc. Donc, est-ce qu'il faut considérer ces situations comme étant sujettes à une intervention médicale? Alors, en fait, il faut faire au cas par cas. C'est-à-dire que, dans certains cas, l'alimentation et l'hydratation artificielle peuvent aider un patient à passer un cap aigu. Et, dans d'autres cas, en fin de vie, elle peut être disproportionnée, prolonger inutilement une agonie et être néfaste en aggravant une insuffisance cardiaque ou une insuffisance respiratoire, avec une source d'inconfort digestif, avec nausées et vomissements. Donc là-dessus, il faut respecter la volonté de la personne de ne pas vouloir être nourrie artificiellement. Et là-dessus, il y aurait une forme peut-être de violence et de maltraitance à vouloir y insister. Donc, pour l'imaginaire, on s'imagine évidemment que si une personne n'est plus nourrie ni alimentée en eau, elle va finir par agoniser, alors que c'est plus compliqué pour les personnes qui sont vraiment en fin de vie, dans lesquelles justement on n'a pas tellement ni plaisir ni douleur, et dans lesquelles on est beaucoup plus neutre en termes de ressenti. C'est-à-dire qu'on a des personnes anorexiques en fin de vie, c'est un signe annonciateur de la fin de vie, c'est des personnes justement qui ne veulent plus s'alimenter parce qu'elles ne ressentent pas le besoin. Donc on ne meurt pas de faim et de soif, ça, ce sont des sensations. Mais on peut mourir de dénutrition et de déshydratation, sans pour autant en souffrir. Alors, dans les cas de soif, il peut y avoir une forme de soins de bouche qui peuvent être pratiqués de manière répétée pour justement contrer cette sensation. Mais évidemment, il faut faire en sorte que le confort de la personne malade en l'occurrence soit préservé par la mise en œuvre de soins palliatifs et avec, si besoin, un traitement qui soit antalgique et anxiolytique. Donc pour conclure, alors il faut ouvrir probablement 3 chantiers qui permettent de résoudre finalement les conflits, les tensions qui puissent se présenter devant nous et évidemment compléter ce qui existe déjà. Donc il y a le chantier médical pour une meilleure formation initiale et continue de tous les professionnels de santé aux soins palliatifs avec des moyens humains et financiers supplémentaires, soit dans les établissements hospitaliers, dans les EHPAD, ainsi qu'à domicile, pour que la fin de vie et la mort soient davantage vécues chez soi. Donc également le chantier sociétal, pour faire en sorte que la société se réapproprie concrètement une relation humaine jusqu'à la mort. Il y a aussi le chantier politique, pour répondre aux défis éthiques posés par les conditions concrètes de la fin de vie. Alors j'aimerais conclure par une fable, la fable de La Fontaine, la mort et le mourant. Donc c'est relativement court. La mort ne surprend pas le sage, il est toujours prêt à partir, s'étant su lui-même avertir du temps où l'on doit se résoudre à ce passage. Je vous remercie. Alors, des témoignages, des questions. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi témoigner ou poser des questions comme vous voulez. En fait, dans tout votre exposé, vous nous parlez toujours
d'accord? Pour les patients qui n'ont plus cette capacité d'être conscients et qui sont dans un état végétatif. Comment fait-on? Alors il y avait donc le cas belge que j'avais évoqué, dans lequel, là dans le cas de l'euthanasie, hein. Dans le cas belge, il y a la possibilité de mettre par écrit en amont le fait de savoir si on veut ou pas. Non mais ça peut arriver comme ça, un accident et on est en état végétatif. Alors, et on a 20 ans, parce que vous avez parlé beaucoup de personnes âgées, handicapées, tout ça, ok, tout ça c'est encore un dossier, mais on parle de jeunes. Jeunes qui ont un accident et ils sont en état végétatif. Et ils n'ont pas prévu à 20 ans de se dire ah ben, je vais faire un papier pour dire s'il m'arrive quoi que ce soit, je ne veux pas qu'on s'acharne, qu'on ait un acharnement thérapeutique qui maintenant s'appelle un acharnement déraisonné ou déraisonnable. Donc comment on fait là? Alors pour l'instant, il y a la législation de Vincent Lambert, entre guillemets, j'appelle comme ça, qui est intervenue entre temps, c'est-à-dire que jusqu'à présent c'était une association des tierces qui s'occupaient de cas comme ça. Et maintenant, on dirige plutôt vers que ce soit des proches, un tuteur ou une tutrice, qui vont gérer les cas comme ça. Donc si jamais une personne n'a pas mis par écrit ou dicté ou fait mention de sa volonté de fin de vie, c'est normalement plutôt des proches. On dirige vers ça. Qu'aujourd'hui, c'est pas pris en compte. C'est pas pris en compte. Aujourd'hui, on a aujourd'hui un exemple d'un neveu qui a fait une chute de ski il y a 6 mois de ça, qui ont accepté de faire de le détraper, c'est-à-dire lui enlever une partie du parce qu'il avait plein d'hématomes dans la tête, Ils ont essayé de le sauver au début parce qu'effectivement il n'avait que 20 ans, qu'il a eu des réactions au niveau des pupilles, donc on s'en dit on fonce. Le leitmotiv de cette équipe médicale en chirurgie neurologique était nous on veut une bonne vie pour Martin. Voilà, on veut la décence. Qu'est-ce que la décence d'une bonne vie? On s'est dit ok, il peut être handicapé, mais il est dans la conscience. C'était jusqu'à là. Il s'est passé des mois. En juin, on lui remet la boîte crânienne, une prothèse. On le met dans un centre de rééducation, toujours en état végétatif, on est bien d'accord. Hein. Il n'y a aucune conscience, rien n'a fait qu'aujourd'hui Martin est capable de communiquer avec nous. Et septembre, réunion de l'équipe chirurgicale et tout ça se réunit, le comité d'éthique, plus de 33 personnes décident, ok, Martin n'aura pas une vie décente, il est dans un état végétatif, il n'est pas revenu dans la conscience. Ça c'est super important en fait. Parce que jusqu'à présent, ce que vous nous avez dit c'est, ces gens-là sont dans la conscience pour décider. Il arrive des gens où ils n'ont pas la conscience. Et effectivement, on a demandé aux parents d'être tuteurs. Normal, soit eux ils prenaient la tutelle, soit c'était autre chose. Donc, et aujourd'hui, on se retrouve dans un cas où un comité d'éthique a décidé, a accepté d'arrêter de l'alimenter et de l'hydrater, parce qu'il ne mange pas, il a une vie de réveil, une vie de sommeil. Non, mais ça, on s'en fout, ça. Il est tétraplégique, de toute façon, on le sait, il est tétraplégique, il n'est pas dans la conscience et respire. Voilà, il a ces 3 éléments-là, on ne sait pas si dans sa tête il y a quoi que ce soit, pourtant il y a des électroencéphalogrammes, tout ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, il n'est pas dans la conscience. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un comité d'éthique qui dit « Ok, on arrête », et un médecin qui est référent de Martin, qui est au centre de rééducation, que je ne citerai pas, le centre de la clinique de Grésivaudan, qui dit « Ah mais moi je ne suis pas d'accord, on n'a pas laissé le temps à Martin de revenir dans la conscience, sachant qu'on sait pertinemment qu'il ne reviendra pas dans la conscience. Et s'il revenait dans la conscience, ça serait juste parce qu'il ne parlera pas. Comme il est tombé sur la tête, il y a une partie de ses oreilles qui a explosé, fracture du rocher, donc voilà, donc il y a une oreille où il est sourd. Donc voilà. Donc à ce moment-là, nous aujourd'hui, on a des parents qui sont désœuvrés parce qu'il n'est pas dans la conscience, il sera dans un état végétatif, mais on n'accepte pas de de l'aider à partir, alors qu'une décision a été prise. Un seul médecin s'est opposé. Aujourd'hui, on est en train de se battre, on demande à des parents de se battre pour faire mourir leur enfant qui n'est même pas dans la conscience. Enfin, en tout cas, dans la conscience, en tout cas, qui n'est pas capable de communiquer. Parce que la communication, ça aussi, c'est super important. Même pour ces gens handicapés, c'est la communication. C'est-à-dire que ça se trouve, ce gamin, peut-être qu'il est dans une petite conscience, mais il est prisonnier dans son propre corps parce qu'il n'est même pas capable de dire « mais stop » ou « pas stop ». Pourquoi pas? Et là, on est confronté à ça, en fait, aujourd'hui. Et Martin, c'est un exemple. Mais on est confronté à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Aujourd'hui, là, je vous assure, aujourd'hui, on est en train d'essayer de voir comment on peut pour l'aider à partir en fait. Et voilà, et en connaissant Martin, on est bien passé, c'était un sportif de haut niveau, un mec qui rentrait en master de droit, il était pris en master de droit, je veux dire, voilà, et aujourd'hui tout s'arrête. Et tout s'arrête, mais ça ne s'arrête pas en fait. Et quand vous dites que c'est une question, oui, alors, art d'argent, c'est exactement ça. C'est une question de fric aussi. Parce que ce gamin-là, il est là, et il y a dans le corps, tout le corps médical qui est autour, et qui fait, ou pas fait, hein, parce que je connais aussi ces milieux-là, hein, parce que j'ai une sœur handicapée, donc je sais de quoi je parle. Voilà, à 6 800 € aussi, parce que je le dis, hein, 6 800 € quand même, hein, ok. Donc voilà. Et là, donc ça coûte à l'État, parce que 6 800 € tout le monde l'a pas, hein, on est bien d'accord, mais c'est du business. Et aujourd'hui, on est en train de se dire, qu'est-ce qu'on fait pour que Martin ait une vie décente? Il n'aura plus de vie décente. C'est quoi la notion de la vie décente? C'est-à-dire d'avoir une vie. Une vie, c'est-à-dire pouvoir penser, émettre des opinions, accepter des choses ou ne pas les accepter, avoir une interaction. Ça peut être considéré comme une vie décente, sachant qu'il sera tétraplégique, d'accord? Ok, ça peut être acceptable, peut-être, je ne sais pas, je ne l'ai pas vécu. Mais aujourd'hui, c'est quoi le terme de la vie décente, en fait? Ça aussi, il faut s'appuyer. La vie décente d'avoir un enfant, alors c'est sûr, hein, une maman, il se dit, ah, mon fils n'est pas mort, je peux encore le prendre, je peux l'embrasser et tout. Ça, c'est la raison de la maman. Et la vraie raison de se dire, mais mon fils ne veut pas de cette vie. Parce que ce n'est pas une vie, il est dans un lit, c'est un bâton, il est végétatif. Et c'est ça, en fait. Aujourd'hui, on se bat pour que ce gamin-là, de 21 ans, dans 3 mois, il a 22 ans, de se dire, mais tu as le droit de partir en fait, c'est notre rôle de te faire partir, parce que de toute façon tu ne vis pas, il n'y a pas de vie. Je ne vois pas où elle est la vie d'un gamin qu'on nourrit, enfin on nourrit par une gastrique, voilà, et qui n'a pas de vie en fait. Je ne vois pas où elle est la vie, il n'y a même pas de communication. Donc comment on fait pour des gens, du jour au lendemain, c'est part comme ça, il n'est plus dans la conscience. On n'écoute pas les parents. Et d'abord, en plus, on n'écoute pas les parents, les frères, on n'écoute pas les parents, ni, voilà, on va dire les parents et les frères. Moi, je suis à tante. Voilà. Mais c'est ça qui est quand même honteux. C'est honteux. En fait, ils ne savent pas tout. Parce que j'en suis sûre qu'ils ne savent pas tout. Donc aujourd'hui, nous, on est en train de se battre justement, on se demande, alors, ça nous fait peur maintenant. Sincèrement, nous, les parents, on s'était dit, on va l'emmener en Suisse ou en Belgique. Mais ce que vous dites, en fait, on n'a plus envie de l'emmener en Suisse ou en Belgique. Alors, et encore, il faut avoir le droit, parce que là maintenant les parents, ils sont... C'est ma disait, là aujourd'hui les parents, ils sont visés, parce que quand l'éthique a dit oui, qu'après le médecin a dit non, le père, il a pété les plombs, il a voulu récupérer son fils. Et il n'a pas eu le droit, parce que le fils, il est majeur, et il n'a plus le droit de regard sur son enfant. Le problème, voilà. Il n'a plus le droit. Martin, franchement, sincèrement, du fond du cœur, c'est un gamin qui aimait la vie. Martin, il a toujours dit, handicapé autonome, pas de souci, Ouais. parce qu'on en côtoie beaucoup, il n'y a pas de souci. Mais handicapé, pas autonome, Martin, c'était... Mais c'est même pas il n'est même pas handicapé non autonome, il n'est pas dans la communication. C'est pire, c'est que Martin, il n'est plus là, en fait. Aujourd'hui, Martin n'est plus là. Et on fait vivre... On ne sait pas. Comment on sait? Peut-être, enfin aujourd'hui, c'est pire, alors moi j'espère, mais j'espère qu'il n'est pas dans la conscience, parce que s'il est dans la conscience... Si tu quelqu'un dans son sommeil, dans les phases de sommeil, non, comment dire... Non, il n'est pas dans la conscience, il n'est pas de communication. Il y a du sommeil actif et du sommeil non actif. Oui, d'accord. Et là, si je tue quelqu'un dans son sommeil non actif, je suis quand même meurtrier quand même. Mais non, mais d'accord, mais là je Je pense que la vie c'est un grand mystère, on n'est pas maître de la vie. Ok, on n'est pas maître de la vie, mais là, elle est où la vie? Alors expliquez-moi, c'est quoi la vie? Non, ce que je voulais dire simplement, vous avez absolument raison, quand vous parliez de côté argent, économique. Là, si vous voulez, il y a quelques dizaines d'années, c'est à propos des retraites, il y a quelques années, je ne sais pas si c'est 30, une trentaine d'années, vous aviez 4 cotisants pour un retraitant. Vous voyez? Bon, ça pouvait aller. Maintenant, aujourd'hui, il y a un cotisant pour un retraitant. Donc quand vous voyez un jeune dans la rue, il n'a qu'une envie de tordre le cou du vieux et à qui il donne la moitié de son salaire. Bon. Alors si vous voulez, je pense que tout c'est le travail, c'est autre chose, c'est pas si c'est en plein dans le sujet, c'est le travail
que les médias font actuellement, eh bien, c'est de donner mauvaise conscience aux handicapés, aux gens âgés. Vous êtes un poids pour la société. Bravo si vous vous prenez en charge pour vous supprimer ou vous faire supprimer. Donc il y a quand même, c'est vrai, cette dimension économique dans le droit à l'euthanasie. En fin de compte, ce n'est pas un droit, c'est devenu, on les pousse, vous voyez, on pousse les gens dehors, on les fait réfléchir sur leur inutilité. Donc je dis bien, je pense qu'il y a une dimension économique certaine à bas prix. Mais il y a deux versants. Il y a deux sujets différents. Oui, mais ça dans le terme économique. C'est 1800 € là. Ça concerne ma soeur. C'est ma soeur. encore un autre cas. C'est encore un autre cas, donc on va pas en parler. Ce que je veux dire, c'est que les Ça coûte quelque structures. chose à la famille là, Oui, plus de 1000 €. par mois. Oui. Ah oui, ma soeur, elle paye plus de 1000 €. Mais ça, c'est un autre cas. Ce que je veux dire, c'est que ces structures-là, c'est un business. Quoi qu'on en dise, c'est un business. Mais là, voilà, ça, c'est encore un autre cas. Mais en tout cas, moi, je veux dire, en fait, cette phrase m'est restée depuis 8 mois, maintenant 6 mois, 7 mois, où c'est une vie décente. Voilà. Il est où le curseur d'une vie décente? Est-ce qu'un enfant de 21 ans, un jeune adulte, parce qu'après, il faut penser aussi que l'adulte, il va vieillir. Hein. Ça aussi, cette notion-là. Donc, ce jeune adulte, est-ce que la vie décente, c'est d'être dans un lit, nourri, hydraté, où il n'a aucune communication. Voilà, la communication. Alors moi j'espère qu'il n'est pas dans la conscience, je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il est dans la conscience, mais ça doit être terrible pour lui de ne pas pouvoir s'exprimer et d'être là, vraiment dans l'inconscience de s'exprimer et dans la tétraplégie, parce qu'il est peut-être... Un SDR, vous trouvez qu'il a une vie décente? Non, mais ça n'a rien à voir, ça. Mais non, mais ça n'a rien à voir, on parle de l'euthanasie. C'est fini. Il y en a Les médecins sont tous d'accord Depuis le mois d'août, le service Sauf le médecin qui. médecin rééducateur. Il dit peut-être Il y a que. moins de procédures. Alors justement, Le protocole. attendez. Le protocole. Dans ce que vous exprimez, moi j'ai eu du mal à suivre le discours. Je vous dis clairement, au départ, je pensais là, puis après j'ai pensé autrement par rapport à votre position, par rapport au sujet de ce soir. Donc maintenant je le comprends mieux, mais ce que je veux dire, c'est que vous insistez sur l'idée de vie décente. Pour moi, une vie décente, excusez-moi, mais c'est ce que vous exprimez, à savoir de la compassion pour la personne qui est là. C'est ça la vie décente pour lui, c'est de savoir qu'il y a des proches autour de lui qui se battent. Attendez, ça fait 6 mois qu'on est là-dedans. Oui, bien sûr. Et non, la vie décente, ça c'est les mots, c'est pas moi qui les ai exprimés, c'est le corps médical en disant on va faire en sorte justement, que Martin décente, soit dans une vie décente. Une vie décente, c'est ça, c'est de savoir, vous disiez, s'il est conscient, inconscient, on n'en sait rien, mais s'il était conscient et comme vous dites, il est prisonnier, mais qui voit son entourage présent, qui sont là autour de lui, excusez-moi, mais c'est ça la compassion, c'est la véritable dignité de cette vie-là. Oui, mais c'est pas une vie. On est bien d'accord. Mais madame, est-ce que la vie d'un enfant handicapé, etc. C'est donc la relation alors, par contre, à la vie. D'accord, ok, enfin je suis bon. Alors, je pense aussi, il y a un truc qui est très très clair. Moi je pense que autour de la table publique, parce que c'est politique aussi, il faudrait que ces gens-là passent par là pour avoir une opinion. Que ça soit. Ils passeront là par la langue, de toute façon. Oui, mais pas d'un enfant de 21 ans, monsieur. On est bien d'accord. Oui, bah, je sais, j'ai perdu ma petite soeur, elle avait 15 ans. Alors vous savez, je suis bien. Alors tout ce qui est compassion et tout ça, je comprends. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Martin, on connaît Martin, on est temps quand même, on connaît Martin. Les parents n'ont pas voulu venir là parce qu'ils ont encore d'autres combats à vivre. Martin n'aurait pas accepté cette vie. Voilà, c'est ça le truc. Voilà. Cette vie, c'est-à-dire dans un lit, ne pas être dans la communication et de... Alors oui, il est entouré d'amour. Hein. D'ailleurs, ils nous le disent à l'hôpital. À l'hôpital, à la clinique, ils n'ont jamais vu ça. On est tous les jours, on est là. On est le psychologique qui se sont créés grâce à Martin. Merci Martin. Merci. Bon alors, juste un point. Les gens qui étaient dans les services étatiques et qui, quelques années après, ont retrouvé la conscience. Il y en a dans un certain nombre. Je connais quelques statistiques là-dessus. Il y a une autre chose, mais ça existe. Peut-être que je vais réagir rapidement sur les témoignages, les remarques que vous avez faites. Donc, je vais commencer par
par la première remarque. Donc, le cas de Martin, il ressemble un petit peu à celui de Vincent Lambert, si j'ai bien compris. Merci. Sauf que toute la famille est dans le même trip. Voilà, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. On est tous à fond avec Martin. On n'est pas une famille qui écoute. Voilà. Personne nous écoute. Personne est. Et là, le problème d'aujourd'hui, Lambert, il est là des deux. Vous voyez ce que c'est mal, c'est horrible ce que je dis. Je suis sa tante, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible, mais je peux pas. Mon neveu comme ça, je peux plus. On peut plus. Tout le monde est d'accord. On n'est pas divisé dans la famille. Les frères, les tantes, la grand-mère, on est tous solidaires. On sait comment Martin il est, on sait ce qu'il aurait aimé, et c'est pas ses pas. D'ailleurs, pour moi, c'est pas une vie. Il est dans un lit, on ne sait pas ce qu'il joue. C'est comme ça, Martin. Et il va, enfin non, c'est 21 ans, mais on n'en peut plus. Là, on va peut-être laisser Alexandre répondre, parce qu'il a c'est un peu compliqué de rajouter plus que ce qui a été dit, au sens où il y a toujours, en fait, parfois il y a la question légale qui peut se poser, c'est-à-dire qui doit prendre en charge. Là, je vais citer justement le changement de, plus ou moins en cours de législation, mais ce n'est pas forcément pris en compte partout, visiblement. Sachant que, quand on dit la prise en charge, est-ce que ça veut forcément inclure du coup l'arrêt de l'alimentation ou l'hybridation, ça c'est encore sujet à débat. Ce n'est pas complètement fixé de ce que j'ai suivi, donc c'est pour ça que c'est vraiment un cas compliqué. Là, vous avez vraiment un cas qui est très compliqué. Ah oui. En termes de éthique, c'est vraiment à la frontière de... Ah oui. Mais il y a forcément des cas limites, il y en a quelques-uns, et Martin en fait partie, mais il y a ensuite des règles qui s'appliquent à une société, et lorsque ces règles facilitent le suicide et l'assistance au suicide, on voit bien qu'on dérive complètement et qu'on passe dans une société. Voilà. Donc, mais on ne peut pas non plus prendre en otage notre compassion sur des cas très douloureux comme celui que vous avez présenté pour légiférer sur l'ensemble de la société et dire que tout le monde doit... Voilà. Donc, alors maintenant, moi pour avoir participé à l'accompagnement dans une unité de soins palliatifs de proches, il y a un moment où effectivement la famille, le corps médical est amené à prendre des micro-décisions de nutrition ou de pas nutrition. Et c'est très délicat, c'est des petites décisions au jour le jour qui font que la personne, petit à petit, se laisse aller et qu'on sent à mourir. Mais ça, c'est des choses qu'on sent dans l'accompagnement. Et moi, je crois que là, le corps médical auquel vous avez affaire, il doit quand même vous écouter, voilà, quels sont ces petits gestes qui, sans dire qu'on va mettre fin à la vie de Martin, qu'est-ce qui va faire qu'on va moins l'assister dans sa survie pour qu'à un moment donné, il lâche prise et que... Voilà. Mais si en revanche, le corps médical a des signes que Martin est en train de se battre pour vivre, et ça a été le cas de Vincent Lambert, ça a été le cas de Vincent Lambert, là c'est autre chose. Mais il faut aussi les écouter, il faut aussi que la famille l'écoute. Non, on écoute Martin, on est tout le temps avec lui. Vous pouvez comprendre quand même qu'à 21 ans, un gamin sportif qui faisait du sport à un niveau, je veux dire, il a un cœur et un corps, enfin maintenant il pèse plus que 30 kilos, on est bien d'accord, puisqu'il a perdu toute sa masse musculaire entre autres et tout, on est bien d'accord qu'il n'est pas prêt de lâcher. Enfin, et on est très très clair, je veux dire, il ne va pas lâcher comme ça, c'est un gamin qui était quand même en bonne santé, il n'a pas de maladie, il n'a pas été... Donc oui, effectivement, on va devoir attendre qu'il faiblisse dans son corps et tout, mais jusqu'à présent, puisqu'il est pris et dans le corps médical, à chaque fois qu'il a une petite détention ou quoi que ce soit dans son corps, il est soigné. Je veux dire, voilà, le serment d'Hippocrate, on le soigne. Alors qu'aujourd'hui, non, on aimerait que s'il a quelque chose, parce qu'il a quand même eu une méningite, il attrape aussi à l'hôpital. Il est mort 2 fois. Il est mort 2 fois, et on l'a réanimé. Depuis, il est mort 2 fois. Sachant déjà préalablement qu'on avait dit aux parents, voilà, cet enfant-là sera incube. Non mais, ce que vous décrivez, vous nous décrivez un cas d'acharnement thérapeutique. Merci, on est bien d'accord. Et on n'arrête pas de se battre. On fait quoi? Elle est contre l'acharnement thérapeutique. Et bien, on fait quoi? Et les parents, ils disent quoi de... Ils veulent que Martin parte. Qu'est-ce qu'ils disent les parents? Ils veulent que Martin parte. Ils veulent qu'il parte. Ils veulent qu'il meure.
qui meurent. Voilà, s'il faut être très clair, voilà. Ah oui, tous sont tous d'accord. On va même voir des avocats maintenant pour voir ce qui peut nous arriver si on le prend en HAD et s'il se passe quelque chose. Alors, pour vous dire. Hein. Bon, moi j'ai passé de nombreuses années à faire de la formation en milieu soignant. Je peux passer de nombreuses années à faire de la formation en milieu soignant. Il est évident que la dimension économique dont Françoise parlait va être quelque chose qui va être prédominant. Exactement, monsieur. Alors actuellement, elle est prédominante, je suppose, et que comprendre qu'il y avait une équipe qui tirait des bénéfices de ce genre de situation, mais c'est une petite équipe qui tire des bénéfices à la marge. Mais globalement, c'est évident que tenir en vie des gens, ou les faire prolonger leur vie simplement, ou tenir des gens au-delà de la retraite, c'est plus économique de les faire. On est bien d'accord, bien sûr. Et je pense que toute mesure qui va de ce côté-là est une mesure ouverte vers le soleil vert. Vous avez vu le film, hein? Oui. C'est quelque chose qui est massif. C'est-à-dire que dans des petites décisions, que ce soit au niveau de la direction d'hôpital, au niveau du ministère de la Santé, au niveau du gouvernement, bah, ils font glisser. Que ça devienne un phénomène qui est économiquement rentable. Bien sûr, monsieur. Et vous parliez des équipes de soins palliatifs. Alors, moi, j'ai trouvé que les meilleures ambiances que j'ai connues du côté des équipes soignantes, c'était dans les soins palliatifs. Parce qu'ils sont volontaires, parce qu'ils sont axés sur la relation et pas tellement sur la technique. Il y avait une très bonne ambiance. Ça dit, j'ai vu la même chose, je suis intervenu à l'école de sage-femme. Les sages-femmes étaient opposées à l'avortement. Ben, à un moment donné, on leur a imposé. Si vous n'êtes pas active et sachant faire et faisant l'avortement, vous ne deviendrez pas sage-femme. Et finalement, ça s'est passé. Et les mêmes personnes qui sont actuellement dans le soin palliatif, pas les mêmes toutes peut-être, mais on renouvellera les équipes jusqu'à ce que ça devienne des équipes de haut suivant. Effectivement, oui. Mais c'est le risque d'avoir en fait des changements de législation. Donc là, pour revenir dans le cas qui nous intéresse, là je vais parler d'un point de vue à la fois légal et aussi éthique. Il y a des considérations qui existent, que j'avais évoquées donc sous le terme de cas particuliers. En fait, c'est ces cas-là, c'est-à-dire des cas dans lesquels je pense que j'avais dit, un acte transgressif d'euthanasie semble se présenter comme un moindre mal. Une transgression reconnue comme telle, ponctuelle, argumentée collégialement et partagée en équipe, là ce qui posait problème sur le médecin, et avec le malade et son entourage, ne serait pas du tout du même ordre de grandeur qu'une législation